Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Linux, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'installation d'un serveur Debian, tout simplement, avec une version Bullseye en 11.2, tout simplement. Alors, pour faire ça, c'est très simple, donc première chose, déjà, il nous faut une image Debian, donc c'est une image de type ISO, et pour la télécharger, bon, on va taper dans notre navigateur, install, Debian, et la version donc c'est Bullseye, et on va spécifier en mode serveur. Donc là on va tomber sur une page rapidement de debian.org, voilà ici, et on va retrouver différents types d'images, à savoir des images complètes, vous voyez même en mode DVD, et des images qui sont moins complètes, donc par exemple celle qu'on va utiliser qui est la NetInstall. Alors la différence c'est quoi? Il y en a une ici, celle-ci va faire bientôt presque 4 Go, celle-ci va faire un petit peu plus de 300 mégas. Pourquoi? Parce que tout simplement celle-ci comprend tous les éléments qui vont permettre de faire une installation, pas forcément avec la disponibilité du réseau, et celle-ci, donc comme son nom l'indique, NetInstall, va permettre de faire une installation avec une dépendance du réseau pour pouvoir installer ce qui est nécessaire au cas par cas. Alors vous voyez qu'ici l'image Debian bien sûr peut s'installer sur différents types d'architecture. Nous on est sur du AMD 64, je l'ai déjà téléchargé mais il suffit simplement de cliquer et on a le téléchargement de l'ISO qui va se lancer. Donc nous on va faire une installation avec un accès réseau. Si vous n'en avez pas sur la machine sur laquelle vous allez être, vous pouvez procéder à un téléchargement avec le full DVD par exemple. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième chose, on va utiliser, alors je vais mettre ça peut-être comme ceci, voilà, on va faire comme ceci. On va utiliser donc un hyperviseur. Alors qu'est-ce qu'un hyperviseur en deux mots? Là le but de cette vidéo c'est vraiment de s'intéresser plutôt à mettre à disposition aux débutants. On va utiliser un hyperviseur. Un hyperviseur, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'émuler un serveur physique, une machine physique. Ça permet de disposer d'une machine physique et d'émuler plutôt des machines virtuelles dessus. Alors l'émulation passe par quoi? Elle passe par la création d'éléments qui vont simuler des éléments physiques, du matériel physique. Par exemple quoi? Par exemple le réseau, par exemple le disque dur, par exemple les connectiques USB, le CD, DVD, etc. Donc tout ça c'est de l'émulation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de faire croire à notre image ISO que l'on va connecter du réseau dessus, que l'on va connecter du disque dessus, et faire en sorte de packager tout ça grâce à une machine virtuelle qui va finalement ressembler à un serveur. Alors l'intérêt c'est quoi? L'intérêt, vous voyez, moi j'en ai vraiment beaucoup, c'est que donc ça va prendre une petite place sur votre disque dur, mais vous allez pouvoir les arrêter, les relancer comme vous le souhaitez, et quand on est sur une infrastructure par exemple en production, etc., les serveurs donc, que l'on nomme hyperviseurs, généralement ils ont beaucoup de RAM disponible, beaucoup de disques disponibles, ils vont permettre d'apporter de la souplesse, c'est-à-dire que sur un même serveur physique, on va pouvoir installer différentes VM, et grâce au type d'outils de virtualisation, donc moi en l'occurrence j'utilise VirtualBox, j'utilise également du KVM, en fonction du type d'outils de virtualisation, mais la plupart fournissent à peu près ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle les snapshots, donc des copies sur lesquelles on va pouvoir revenir en arrière si on calque quelque chose par exemple sur la VM, ou si on veut simuler une évolution et puis revenir dans le passé là où on était, on va pouvoir faire ce genre de choses. Alors pour faire ça, donc première chose déjà il va nous falloir du réseau. Alors nous on va utiliser du NAT, c'est-à-dire du Network Address Translation. Son principe ça va être quoi? Ça va être d'être assez transparent, on verra ça plus tard, on va pas noyer les gens dans le détail, mais son principe ça va être d'attribuer à notre machine virtuelle, bien sûr il va falloir lui attribuer une IP au sein d'un range d'IP, et nous ce qu'on veut c'est disposer d'une seule interface qui va permettre d'utiliser le réseau disponible pour notre host, c'est-à-dire notre hyperviseur sur lequel j'ai VirtualBox. Donc celui-ci a accès à Internet, ce que je veux c'est que ma VM ait également accès à Internet par la même interface physique, et donc pour ça on va utiliser du Network Address Translation qui va faire en sorte d'encapsuler finalement les paquets quand ils arrivent, donc on verra tout ça, les notions de paquets, etc., mais qui permet d'encapsuler le flux
finalement qui vient de l'extérieur et de l'envoyer directement vers la bonne VM si j'en ai même plusieurs. Donc on va cliquer sur préférences, on va cliquer sur network. Moi j'ai déjà ici, vous voyez, un NAT qui existe. Vous cliquez sur le petit plus et une fois que j'en ai un, finalement je lui attribue un nom, je lui attribue un range d'IP. Donc là en l'occurrence on est en IPv4 et pas en IPv6. Là, en l'occurrence, vous voyez que je vais disposer de, donc, grosso modo, 253 IP, si je ne me trompe pas, avec VirtualBox. En gros, on doit supprimer les deux premières et on doit supprimer la dernière, quelque chose de ce goût-là avec VirtualBox. C'est-à-dire, du coup, ce qu'on appelle un slash 24, donc le slash 32 étant une seule IP, le slash 24 étant 256 IP. Derrière, on va pouvoir continuer comme ça, ainsi de suite, donc 16, 8 et puis 0. Donc derrière, on va donc autoriser l'utilisation de ce network. Donc, on clique sur OK. On clique sur OK ici et on va créer notre première VM. Alors pour créer notre première VM, on va considérer comme si on avait une espèce d'enveloppe globale qui est finalement un disque sur notre serveur physique, en l'occurrence mon laptop. Donc sur cette partie de disque, c'est ce fichier, hein, du coup, ça va être un fichier sur notre machine physique et ça va représenter un disque sur la partie, on va dire, émulée auprès de notre VM. Et derrière, donc du coup, on va indiquer l'endroit où ça se situe, on va donner un nom à notre VM, donc on va l'appeler par exemple deb1. Et derrière, on va spécifier le type d'OS. Donc moi, je suis sur Linux et sur Debian avec une architecture avec 64 bits. Je clique sur Next. Je vais pouvoir affecter ensuite de la RAM. Donc moi, je vais mettre 2048, donc 2 Go de RAM en gros. Et derrière, on va créer un disque qui va permettre donc d'avoir cette fameuse enveloppe dont je vous parlais qui contient au final la VM en question. Donc on va créer, il existe différents types de disques, donc on va utiliser le modèle spécifique à VirtualBox, donc VDI pour VirtualBox Disk Image. Vous voyez qu'il y a d'autres modèles et l'avantage de certains modèles, ça va être de pouvoir les transférer et les utiliser d'un hyperviseur à un autre, d'être plus universel. Donc là, on va cliquer sur Next. On va affecter une taille à notre disque. On veut que cette taille soit dynamique, mais on va commencer par lui affecter quelque chose comme 16 Go, autour de 16 Go. Et on le crée. Donc là, il a été créé. Hein, on retrouve ces éléments à droite ici, principaux. Donc la RAM notamment. Hop là. La RAM notamment, le boot order, vous voyez qu'il démarre sur le floppy, optical, donc l'ordre de lancement, donc floppy en gros qui va être notre CD, ce qu'on va utiliser, l'optical et le hard disk. Derrière, on voit qu'on a également une mémoire vidéo, mais qui ne va pas nous servir à grand chose. On va retrouver également du stockage, le type de connectique qui est émulé, donc du SATA par exemple. Des éléments audio qui vont pas nous servir. Éventuellement, on peut même supprimer des éléments qui ne servent pas. Donc, pour avoir la configuration de notre machine, on va accéder à Settings ici, et vous voyez qu'on va retrouver les différents éléments qui sont émulés. C'est-à-dire, on va pouvoir émuler des ports série, on va pouvoir émuler de l'USB, du réseau, de l'audio, du stockage, de l'affichage, donc pour la partie carte vidéo, etc. Nous, en stockage, on va aller sur cette partie-ci. Vous voyez qu'ici, on a deb1.vdi qui est notre disque dur de notre VM. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on avait notre serveur et il a différents disques, donc soit SSD, disque mécanique, etc. Et bien là, c'est ce qu'on retrouve ici avec un connectique SATA. Et bien sûr, c'est pas un vrai disque physique, si ce n'est que si au final c'en est un, c'est celui de mon laptop, mais finalement c'est ce fichier qui constitue le disque physique qui est lui-même émulé. Vous voyez ici, on a même la possibilité de choisir le port, etc. Derrière, on va ici donc sur contrôleur IDE, ça va être la partie où on va retrouver notre disque, notre CD, et on va pouvoir le monter dessus. Donc on va cliquer ici sur le petit disque ici, et on va pouvoir aller choisir. Donc là, à l'endroit où vous avez téléchargé votre image ISO, on va pouvoir aller choisir notre image ISO, donc NetInstall dans notre cas de figure.
Et il nous faut préciser qu'on va utiliser du réseau, bien sûr, donc il va nous falloir une carte réseau sur cette VM, donc toujours à base d'émulation. On va se retrouver dans les NAT Network dans notre cas de figure, et vous voyez qu'ici mon réseau NAT1, je le retrouve ici. Les configurations, j'utilise celle-ci par défaut pour le moment. On clique sur OK, on va lancer l'installation, c'est parti. Donc peut-être que j'accélérerai la vidéo au cours de l'installation. En gros, qu'est-ce que l'on a ici? On arrive sur notre CD qui a été lancé. Donc je vous rappelle, quand on regardait la vidéo précédente où on expliquait le BIOS, c'est comme si à partir du BIOS, on avait décidé de lancer le device boot sur finalement notre CD, et notre CD vient d'être lancé, donc c'est ce qu'on se retrouve à l'écran. Moi je vais choisir une installation relativement facile qui est la Graphical Install. Il y a des modes plus ou moins automatisés avec des précides, etc. Là, on va partir sur une install graphique pour le faire ensemble. Hop, donc ça, on va le fermer. Donc là, première chose, il va nous demander de choisir un langage que l'on va utiliser. Nous, on va utiliser le français, en bon franchouillard que l'on est. Derrière, il va nous demander également la situation géographique. Nous, on utilise le français, mais parce qu'on est en France. On va utiliser un clavier de type AZERTY, donc du coup, toujours en français. Et là, donc, ce qu'il fait, il va récupérer, vous voyez, les éléments du support d'installation. Donc, de notre CD, il va charger les différents composants qui vont lui être nécessaires. Ensuite, là, il est parti dans une seconde phase. Il va s'intéresser au matériel réseau et il va configurer le matériel réseau. Donc, pour configurer le matériel réseau, il va passer par notre serveur, ce qu'on appelle un serveur DHCP, vous voyez, configuration du réseau avec DHCP en l'occurrence. Ce serveur DHCP, donc un DHCP, c'est un Dynamic Host Configuration Protocol, donc c'est un protocole de configuration des éléments réseau. Et ça va permettre l'attribution principalement d'une IP à une machine, notamment quand on est en train de la connecter à notre réseau. Donc là, on le cas de figure à l'installation. Ce qu'il va faire, c'est que notre VM, en l'occurrence, va contacter un serveur DHCP. Là, le serveur DHCP, c'est packagé, en gros, avec notre hyperviseur. Il va le contacter et il va y avoir un échange pour faire ce qu'on appelle un buy, finalement, c'est-à-dire l'attribution d'une IP à ce serveur-là pour une plage de temps donnée, éventuellement qui va se renouveler, etc. Mais donc du coup, on a vraiment une attribution d'IP qui va être dynamique. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir exactement dans le range d'IP qu'on avait tout à l'heure, on ne va pas choisir précisément l'IP qu'on va utiliser. À l'inverse d'une IP statique, qu'on peut configurer donc via le système d'exploitation, et on pourra potentiellement mettre une IP statique pour pouvoir la fixer et faire en sorte qu'on n'ait pas de surprise avec cette IP. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, en l'occurrence, le nom de ma machine, donc hop là, je vais l'appeler deb1. Le domaine, j'ai pas besoin de le préciser, donc je vais pas en mettre. Là, il va configurer le réseau et ensuite, donc c'est parti pour la partie utilisateur. Donc par défaut, il va créer un utilisateur root, quoi qu'il arrive. Moi, je vais lui mettre un password. Alors faites bien attention avec le QWERTY, AZERTY. Vous pouvez cliquer sur afficher le mot de passe en clair pour vérifier si vous êtes dans un cas ou dans un autre. Normalement, on a mis français, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire on tape, on confirme, et comme tout est masqué, finalement, on peut penser être en AZERTY et finalement on est en QWERTY et on ne sait plus trop ce qu'on a tapé. Alors après, il y a des moyens qui sont faciles. Par exemple, si vous savez que le mot de passe vous allez changer par la suite, la petite astuce, c'est vous tapez un mot de passe qui va être valable en AZERTY et en QWERTY. Par exemple, le mot Ubuntu va être multiple. Donc ça, l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir de soucis quand vous allez vouloir vous authentifier, et ça va simplifier les choses. On verra plus tard, il est possible de changer le mot de passe root assez facilement sur Linux. C'est quelque chose qui est bon à savoir faire notamment. Donc on va continuer. On va créer, donc il nous propose de créer un second utilisateur, donc on va continuer. L'identifiant de cet utilisateur, bon, on va le laisser, et on va continuer en ajoutant un mot de passe. Voilà, donc on confirme bien sûr ce mot de passe, on clique sur continuer, et donc là c'est parti. Alors ce qu'il va faire maintenant, après avoir configuré le réseau, les premiers utilisateurs, il va chercher à configurer et à initialiser la partie disque
de notre machine. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant sur le CD a découvert, donc a lancé un OS en mode installation. On découvre en même temps qu'on a un disque qui est disponible, et ce disque, grâce à Linux, on verra plus tard, il est possible de le partitionner et de créer une structure logique qui va permettre de faciliter l'administration des différents volumes qu'on va retrouver sur ce disque. Donc on verra plus tard, c'est ce qu'on appelle LVM, et on verra ça un petit peu plus tard. Donc nous on va passer en mode LVM quand même malgré tout. Il est possible de le chiffrer également, il est possible de ne pas en avoir. Si on le chiffre, l'intérêt c'est bien sûr la sécurité, et puis éventuellement, si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez partir sur le mode manuel. Donc on va partir sur LVM, là il détecte un disque, effectivement c'est le disque que l'on a initialisé tout à l'heure, autour de 17 Go, et donc ce disque en SDA, on reverra ça plus tard. On continue, et là on a utilisé une option qui est le LVM, on verra ça un petit peu plus tard, donc pour la gestion logique au-dessus de nos partitions. Derrière on a quoi? Soit on a le mode vraiment avec une seule partition, c'est-à-dire que l'intégralité de notre disque va être utilisée sous une seule vision, on va dire. On verra plus tard, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas perdre les gens qui débutent vraiment. Ensuite, on a la possibilité d'avoir uniquement une partition sur la home des utilisateurs. On verra également ça plus tard, donc la distribution du file system, comment elle est composée. Et puis également, et ça c'est assez souvent pratique, c'est d'avoir plusieurs partitions, le home, un élément donc qu'on va appeler /var, donc un répertoire, ou /tmp. Donc ça c'est ce qu'on retrouve ici. L'intérêt de séparer le plus, c'est qu'on va pouvoir, si on rajoute des disques, et éventuellement si on a des choses qui sont des répertoires qui sont plus ou moins utilisés, faire des variations et augmenter éventuellement certains volumes parce qu'on a rempli les éléments. Alors pourquoi on peut augmenter? Tout simplement, vous allez voir, on va cliquer sur continuer, écrire les modifications sur le disque. Donc oui, on est obligé de les écrire, et derrière c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire que notre disque qui fait autour de 17 Go, donc plus exactement il doit être à 16.5, on n'est pas obligé de l'utiliser intégralement dès le début. C'est-à-dire que on peut dire tiens je vais en utiliser que 80% par exemple. L'intérêt d'en utiliser que 80%, c'est qu'avec LVM, donc on verra ça plus tard, les /home, /var, /tmp vont être distribués sur ces 80%, il nous reste donc 20% de totalement libre, et si je suis amené à remplir /home, /var ou /tmp, je vais pouvoir piocher dans ces 20% disponibles pour pouvoir l'augmenter si nécessaire. Donc là on va continuer. Donc là, il est en train de procéder au calcul de la taille exacte qui va affecter pour chacune de ces partitions. On verra ça vraiment plus tard, hein. On ne va pas rentrer dans le détail du tout aujourd'hui. On clique sur oui. Donc là, il s'occupe, il s'est occupé de la partie disque. Et maintenant, il va s'occuper de l'installation du système. Donc là, c'est quelque chose qui est bien sûr important, puisque pour l'instant, notre système était présent sur le CD, donc pour son installation, et là il est en train de procéder à son déploiement sur le disque, ce qui nous permettra de nous passer lors de la prochain redémarrage de notre CD et de pouvoir travailler vraiment en totale autonomie. Donc on va le laisser dérouler, et je vais probablement accélérer un petit peu la vidéo. Alors là, on a une question qui n'a pas lieu de nous intéresser. En fait, c'est est-ce que l'on veut analyser d'autres supports d'installation? C'est-à-dire que potentiellement, si on avait d'autres disques ou autres éléments, on pourrait procéder à une vérification de ceci. Nous, c'est pas notre cas de figure. On va continuer ensuite. Donc, on a
Linux, dans son principe de fonctionnement, dans la plupart des distributions, on se retrouve avec ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets ayant pour but de stocker à distance des packages, les packages étant des applicatifs plus ou moins importants, plus ou moins gros, et derrière, donc ce principe, c'est on a donc tout au long de tout à travers le monde, des serveurs qui hébergent ces paquets pour Debian, en l'occurrence dans notre cas de figure, et vous voyez qu'il y en a dans différents pays, donc il nous propose de choisir. Moi je suis en France, donc je choisis en France, et en France vous voyez qu'on retrouve différents endroits où sont hébergés des paquets, donc on peut taper sur un petit peu n'importe lequel, globalement ça doit fonctionner. Derrière ici, si on a besoin, donc si on est sur un réseau vraiment privé, derrière un proxy, on va pouvoir configurer ce proxy. Donc on parlera peut-être plus tard du rôle d'un proxy. On va continuer. Et donc là, l'installation continue avec cette partie, notamment donc le gestionnaire de paquets qui est important et qui va permettre aussi d'installer d'autres éléments, puisque je vous le rappelle, on fait une installation réseau. Donc là, nouvelle question qui nous est posée, est-ce que l'on veut participer de manière anonyme à envoyer des informations pour permettre l'évolution de la distribution, tout simplement, donc en envoyant des éléments qui concernent des statistiques d'utilisation. Donc nous, on va mettre non, comme c'est proposé par défaut, vous voyez qu'on ne force pas à l'utilisation. Et là, autre élément, donc, quel est le type finalement d'environnement que l'on va utiliser. Donc nous, en l'occurrence, on va rester sur le mode de base, c'est-à-dire pour un serveur classique, donc un serveur SSH et les utilitaires usuels du système. Donc le SSH, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à SSH. Néanmoins, donc ça va permettre de bénéficier d'un serveur qui dispose déjà des éléments préconfigurés et installés pour pouvoir se connecter à distance à ce serveur, donc à cette machine virtuelle. Ensuite, si vous voulez avoir une machine de type bureautique, vous allez pouvoir cliquer pour avoir un environnement de bureau et choisir ensuite, suivant différents types de gestionnaires graphiques, donc à savoir Gnome, vous avez Mate, vous avez Cinnamon, vous en avez différents. Il y a quelques ressemblances, après il y a des différences. Chacun vraiment choisit ce qu'il souhaite. Après, Debian n'est pas forcément toujours le point d'entrée que les gens vont prendre pour pouvoir faire ce type de choix. Ils vont pouvoir prendre une distribution plus ciblée éventuellement par rapport à ce type d'outils graphiques. Donc, on va continuer. Alors on a une question brève, mais oui, voilà, on a une question qui arrive. Est-ce que en fait on veut installer le programme de démarrage Grub? Donc on a vu lors de la précédente vidéo ce que représentait Grub, donc qui permet de faire un amorçage du système. Donc nous, bien sûr, on souhaite l'avoir, donc on va cliquer sur continuer. Et il nous propose de l'installer, où souhaitons-nous l'installer? Alors bien sûr, moi j'ai qu'un seul disque, celui qu'on a émulé. Ce disque, vous voyez qu'il est sur un device, donc /dev pour device /sda. On va continuer. Et donc là, il procède à l'installation du Grub en question. Donc il est en train de finir l'installation maintenant, ça va aller assez vite. Cette installation, elle a consisté à installer la configuration des éléments réseau, l'installation du kernel, tout ce que l'on avait vu un petit peu lors de la vidéo précédente sur la partie init, donc systemd, et les différents services qui sont attachés à systemd, ainsi que les applicatifs qui vont avec. Donc là, l'installation est terminée, on va cliquer sur continuer. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'il fait, il procède à un reboot, donc il relance le serveur. Vous voyez qu'on tombe sur notre Grub, hop là, c'est passé un petit peu vite, on tombe sur notre Grub, par défaut il a choisi la première ligne qui est de lancer Debian, et vous voyez, ça y est, on est déjà arrivé dessus,
Donc il nous propose un login. Donc le login, on a soit root, soit Xavkey. Je vais le mettre en tant que root. Et on va pouvoir saisir notre password. Donc là, je suis connecté à ma machine. Et on verra lors de la prochaine vidéo quelle est la différence. Donc le mode console, qu'est-ce qu'un terminal, qu'est-ce qu'un shell. C'est quelque chose qui est important. Donc là, on utilise notre shell. Si on fait un echo $shell, hop, voilà, on se retrouve donc avec un shell qui est par défaut sur beaucoup de distributions bash. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et n'hésitez pas également à en parler autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.